Donc, on va parler dans cette vidéo de la fonction de liaison, qui est une fonction qui permet à deux pièces d'être reliées ensemble, soit directement ensemble ou avec un organe de liaison. Donc, on va voir ensemble les quatre grands types de caractéristiques de liaison et c'est très important parce que dans l'examen du ministère, dans la partie d'analyse technologique, il y a toujours une question où on vous demande de déterminer les quatre caractéristiques d'une liaison que eux vous imposent. Donc, il faut faire attention aux prochaines vidéos. Alors, le premier type de caractéristiques de liaison que l'on va voir ensemble, ce sont les liaisons directes versus les liaisons indirectes. Les liaisons directes, c'est lorsque les pièces que l'on veut assembler ensemble peuvent se lier ensemble sans qu'on ait besoin d'un organe intermédiaire, qu'on va appeler un organe de liaison. Souvent, les pièces qui font des liaisons directes sont des pièces dont les formes sont complémentaires les unes par rapport aux autres, ce qui fait qu'elles s'emboîtent parfaitement l'une dans l'autre. Donc, pas besoin de clous, pas besoin de vis, pas besoin de colle pour les faire tenir ensemble. Les liaisons indirectes, et c'est le contraire des liaisons directes. À ce moment-ci, les pièces que l'on souhaite lier ensemble n'ont pas de forme complémentaire. On a besoin de quelque chose pour les faire tenir ensemble, et ce quelque chose-là, on appelle ça un organe de liaison. Donc, par exemple, on veut faire tenir deux morceaux de papier ensemble, ben, on va utiliser de la colle, par exemple. La colle ici agit comme organe de liaison. D'autres exemples d'organes de liaison, c'est souvent des clous, des vis, des écrous, etc., etc. Crayon, couvercle, hop! Ils s'emboîtent parfaitement l'un dans l'autre, donc liaison directe, on n'a pas besoin d'organes de liaison. Bloc Lego blanc, bloc Lego bleu. On voit que les dessus des blocs de Lego sont complémentaires aux dessous des blocs de Lego. Wow! Donc, on peut les mettre ensemble, comme ça ici. Liaison directe, pas besoin d'organe de liaison. Brosse à chat. Couvercle de brosse à chat. Encore une fois, les formes sont complémentaires, donc on peut les mettre ensemble et il y a liaison, pas besoin d'organe de liaison. C'est fantastique! Je veux mettre cette magnifique toile sur le mur. Il doit donc y avoir une liaison entre la toile et le mur. Mais si j'essaie de fixer la toile directement sur le mur, elle va tomber. J'ai donc besoin d'un organe de liaison. Clou, marteau, hop. On met ça comme ça ici. Et là ensuite, je peux mettre la toile sur le mur. Liaison indirecte, il y a un organe de liaison. Mais des fois, il n'est pas toujours facile à voir l'organe de liaison. Quand c'est un clou, quand c'est une vis, quand c'est une punaise, c'est facile. Mais des fois, on utilise la colle pour faire coller des objets ensemble et la colle est considérée comme un organe de liaison. Exemple. Papier 1, papier 2, je vais les mettre ensemble. J'ai besoin de la colle. J'ouvre la colle. Je mets la colle. On colle. Il y a une liaison entre les deux, mais ils ne tiennent pas un sur l'autre sans rien. En fait, j'ai utilisé de la colle pour que les deux morceaux de papier collent ensemble. Donc, c'est ce qu'on considère aussi comme une liaison indirecte. Ça paraît pas, mais je vous jure que j'ai passé mon cours de bricolage en maternelle. Deuxième catégorie de type de liaison, on a les liaisons démontables versus les liaisons indémontables. Donc, une liaison démontable, c'est lorsque les pièces qui font partie de cette liaison-là peuvent être séparées sans qu'on les abîme, sans qu'on les détruise. Donc, la liaison peut être séparée sans qu'on brise aucune des pièces et les pièces peuvent être réutilisées plus tard pour faire d'autres liaisons dans d'autres objets, par exemple. Alors qu'une liaison indémontable, c'est le contraire. On ne peut pas séparer les pièces de la liaison, ou du moins, si on veut les séparer, on doit carrément briser l'objet. Et donc là, les pièces deviennent inutilisables. On ne peut plus les réutiliser pour les mettre dans un autre objet. Mon beurre de pinot préféré! Alors, on a le contenant, on a le couvercle. Les deux sont liés. Est-ce que je peux ouvrir le contenant sans abîmer ni le couvercle ni le bas du contenant? Hystérique boule de gomme. Hop, on tourne. Magie.
Alors, voici une liaison démontable entre le couvercle et le pot de beurre de pinot. C'est toujours très pratique. J'ai tellement envie de beurre de pinot! Oh! Stylo, j'ai besoin d'écrire. Est-ce que c'est possible pour moi de séparer la liaison entre le couvercle et le stylo à proprement parler sans abîmer ni l'une ni l'autre des pièces? Ben oui, parce que sinon j'aurais un petit problème. Donc, je peux, hop, enlever le couvercle de mon stylo et à ce moment-là, je peux l'utiliser par la suite. Voici une liaison démontable. Coucou! Alors, un autre exemple de liaison démontable, plaque murale et mur. Donc, on a ici une belle plaque murale excessivement sale. Je suis désolée, j'ai pas fait mon ménage. Et donc, si j'avais envie de défaire la liaison entre la plaque murale et le mur, ce serait possible de le faire sans abîmer ni l'une ni l'autre des pièces. Comment je fais? J'ai besoin d'un tournevis et vous remarquez ici qu'il y a des vis qui agissent comme organes de liaison. Et tout ce que je peux faire, c'est prendre ma vis et hop, la dévisser comme ça ici. Je le ferai pas parce que je suis paresseuse et j'ai pas envie d'avoir à replacer la plaque par la suite, mais vous faites ça avec chacune des 6 vis et ça va vous permettre de séparer cette liaison-là entre la plaque murale et le mur. Autre type de liaison démontable, donc j'ai fixé un petit hibou au mur avec de la gommette. La gommette bleue et donc lorsque je défais la liaison entre ma peinture de hibou et le mur, eh bien, hop, je n'ai pas abîmé le mur, je n'ai pas abîmé la peinture et donc c'est une liaison qu'on va considérer comme étant démontable. Ah, mon Dieu, vous étiez là, je ne vous avais point vu! Ah. Exemple de liaison indémontable. J'ai une magnifique tasse. Oui, je m'assume, Crazy Cat Lady, d'accord? J'ai une magnifique tasse et vous avez l'anse de la tasse ici. Il y a une liaison entre la tasse et l'anse. Cette liaison-là, c'est une liaison indémontable. Pour pouvoir séparer ces deux pièces-là, j'ai nécessairement besoin de briser la tasse. Je ne peux pas utiliser de marteau, je ne peux pas utiliser de tournevis pour les séparer. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il semble y avoir une espèce de colle où ils ont fait fondre un matériau quelconque pour unir l'anse et la tasse, ce qui fait que cette liaison-là, elle est indémontable. Les pièces qui sont liées ensemble par de la colle, par exemple, vont créer des liaisons qui sont indémontables. Je reprends mon exemple de tantôt quand j'ai collé mes deux morceaux de papier ensemble pour faire cette magnifique œuvre d'art qui me représente complètement dans mon essentialité. Alors, je prends ça. Si je veux séparer le papier blanc du papier vert, je tire dessus. Et voyez-vous, ouf, j'ai abîmé et le papier blanc et le papier vert. Et donc, je peux ni réutiliser cette pièce-ci, ni réutiliser cette pièce-ci pour faire une autre liaison. Donc, voici un exemple de liaison indémontable. Donc, souvent, quand on vous dit qu'on utilise de la colle pour lier deux pièces ensemble, ça va former une liaison indémontable. Quand on utilise de la soudure, c'est quand on fait fondre des métaux, puis en les faisant fondre, en fait, on est capable de les lier ensemble lorsque ça refroidit. Ça aussi, la plupart du temps, on considère ça comme des liaisons qui sont indémontables. Les liaisons que l'on voit ensemble, ce sont les liaisons rigides versus les liaisons élastiques. Lorsqu'on a deux pièces qui font une liaison rigide, on dit alors que ces pièces-là ne peuvent pas se déformer l'une par rapport à l'autre, ou plutôt la liaison entre les deux pièces ne peut pas être déformée. Souvent, lorsqu'on a une liaison rigide, on va avoir un organe de liaison qui lui aussi va être rigide. Donc, quand vous avez des pièces qui sont liées entre elles par une vis, par un clou, par un écrou, automatiquement, c'est une liaison qui est rigide. Quand vous avez des pièces qui sont liées entre elles par de la colle ou par de la soudure, c'est quand on fait fondre des métaux pour les unir ensemble, si vous voulez. À ce moment-là, c'est aussi une liaison qui va être rigide. Une liaison élastique, c'est le contraire. Quand vous avez deux pièces qui sont unies par une liaison élastique, eh bien, la liaison peut se déformer. Il y a une espèce de mouvement de rappel entre les deux pièces. Donc, à ce moment-là, évidemment, l'organe de liaison ne sera pas rigide. L'organe de liaison va être élastique. Donc, souvent, les organes de liaison qui entrent en jeu dans les liaisons élastiques, on a les ressorts, on a les trucs faits en caoutchouc, par exemple, on a les élastiques. Tout ça, ça va nous permettre d'avoir des liaisons rigides, des liaisons élastiques, pardon, et on va pouvoir avoir cette déformation-là de la liaison. À votre santé!
Ma magnifique tasse et son anse. Je vous la présente encore ici. C'est un exemple de liaison rigide parce que ce qui lie en fait l'anse et la tasse, c'est, encore une fois, je l'ai dit tantôt, c'est une espèce de colle où il y a eu une espèce de un matériau qui a été fondu. Bref, les deux pièces peuvent pas la liaison entre les deux pièces plutôt ne peut pas se déformer. C'est pas élastique, c'est pas, il n'y a pas de ressort ni rien, donc c'est une liaison qui est considérée comme étant rigide. Pince à linge, un exemple de liaison qui est élastique. Donc, la liaison, en fait, les pièces qui font partie de la liaison, c'est les deux branches. Branche numéro 1, branche numéro 2, les deux branches de votre pince. Et qu'est-ce qui unit ces deux magnifiques branches en plastique? C'est l'espèce de petit ressort qui est dans le milieu ici, qui est notre organe de liaison. Donc, ça fait en sorte que quand j'appuie sur les pinces ici, sur les bras, oups, pardonnez-moi, quand j'appuie sur les bras et que je relâche, eh bien, oups, la liaison reprend sa forme originale, c'est-à-dire que les pièces qui font partie de la liaison reviennent en position initiale. C'est ce qu'on appelle un mouvement de rappel et ça nous permet donc d'affirmer que cette liaison, elle est bel et bien élastique. Les deux peuvent se déformer. La liaison peut se déformer grâce au ressort qui est placé ici entre les deux bras. Vous m'excuserez, mes chats viennent de passer à la litière. Ouf! Finalement, dernière catégorie de liaisons, on a les liaisons complètes versus les liaisons partielles. Lorsqu'on a deux pièces qui sont unies par une liaison complète, les deux pièces ne peuvent pas bouger de façon indépendante l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire que s'il y a une des pièces qui se met en mouvement dans une certaine direction, eh bien, la deuxième pièce avec qui elle est liée va aussi se mettre en mouvement dans la même direction. C'est ce qu'on appelle une liaison complète. Souvent, les objets qui sont liés grâce à de la colle ou bien, encore une fois, avec de la soudure, vont former des liaisons complètes. Une liaison partielle, eh bien, c'est complètement le contraire. Lorsque deux pièces sont unies par une liaison partielle, les deux pièces peuvent bouger de façon indépendante, l'une par rapport à l'autre. Par exemple, une des pièces peut se mettre en mouvement alors que l'autre reste immobile. Ou encore, une pièce va se déplacer vers la droite alors que l'autre pièce va pouvoir se déplacer vers la gauche. C'est ce qu'on appelle une liaison partielle. Exemple de liaison complète entre la tête du marteau et le manche du marteau. Évidemment, avoir un marteau qui fonctionnerait avec une liaison partielle, ça serait probablement pas très pratique et sûrement extrêmement dangereux. Donc, il faut s'assurer que la liaison entre la tête du marteau et le manche soit une liaison qui est complète. Donc, quand la tête du marteau bouge, ben, le manche bouge aussi et plus particulièrement, quand le manche du marteau bouge, la tête du marteau suit aussi le même mouvement. Les deux pièces ne peuvent pas bouger de façon indépendante. C'est ce qu'on appelle une liaison qui est complète. Oui, moi aussi, je t'aime, mon chat. Voici une liaison complète entre moi et le chat, parce qu'on ne peut pas se séparer. On est très dépendants l'un de l'autre. Je reviens avec ma pince à linge, qui, je vous le rappelle, est l'exemple d'une liaison élastique à cause du ressort qui unit les deux bras. Et c'est aussi considéré comme étant une liaison qui est partielle parce que, justement, chacun des deux bras, donc des deux pièces de bois de ma pince à linge, peuvent bouger de façon indépendante. Si j'appuie sur les bras, ben, vous voyez, le bras qui est en haut, ben, lui, il bouge en ce moment, puis celui qui est en bas, ben, il bouge pas. Donc, c'est ce qu'on considère comme étant une liaison qui est partielle. Voici un exemple de liaison qui est partielle. Donc, on observe ici la liaison entre la porte de ma cuisine et le cadre de porte. Les portes et les cadres de porte sont reliés entre eux par une charnière que l'on voit ici. Ça fait donc en sorte que quand je tire la porte, quand je veux ouvrir la porte, hop, ben, le cadre de porte ne suit pas avec. Donc, on a une liaison qui est partielle. La porte peut bouger sans que le cadre de porte ne vienne avec. C'est ce qui termine le premier vidéo sur les types de liaisons, les caractéristiques de liaison. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Prochaine vidéo, on va aborder ensemble les fonctions de guidage.